Le temps des fêtes arrive à grands pas. Peut-être que vous êtes comme moi et vous vous demandez « Mais qu'est-ce que je pourrais bien acheter à Noël? » Ben ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, on vous propose nos suggestions de jeux de société à offrir en cadeau à Noël. Fantastique! Hey, salut la gang, c'est JP Et Sylvain! pour l'école du jeu et aujourd'hui, on a décidé, fidèle à nos habitudes, à nos coutumes, de vous proposer notre vidéo des suggestions de jeux de société à offrir à vos proches comme cadeau à Noël. Et oui, hein, on aime toujours ça, vous faire un paquet de suggestions. Certains, pendant l'année, on vous propose une tonne de jeux, mais là, on a décidé d'isoler des jeux dans 3 catégories différentes. On a la catégorie party. Hein? Des jeux qui sont faciles d'accès, qui sont joués avec beaucoup de monde, qui sont faciles à sortir, rapides à sortir. On a la catégorie des jeux familiaux. Des jeux plus accessibles, qui vont être bons pour la famille ou juste pour des joueurs peut-être un peu moins gamers. C'est des jeux qui sont des jeux passe-partout. Et finalement, on a la catégorie des jeux gamers, les jeux experts. Yeah! Oh yeah! Donc, on a fait une petite sélection comme ça. On a essayé de trouver des jeux. Bon, il y a beaucoup de nos jeux qui sont sortis cette année. Hein? Quand même, oui. Fait qu'on a essayé de voir ça. Des jeux qui sont surtout accessibles en magasin, qui sont trouvables. On ne sortira pas des jeux obscurs, louches, sortis en 83, faits à 500 copies. Du moins ici au Québec, peut-être qu'en Europe, peut-être que ce serait différent, mais je crois qu'en regardant notre petit listing, là, je crois que c'est pas mal accessible un peu partout. Donc, tout à fait. Et là, sans tambour ni trompette, on aurait dû avoir des tambours et des trompettes, c'est Noël. Ça aurait été thématique avec Noël. Donc, on va immédiatement commencer avec la catégorie Party! Et je te laisse commencer avec ton choix. Alors, mon jeu de party cette année, c'est le jeu So Clover. Alors, si vous suivez la chaîne, j'ai fait une vidéo qui parlait du jeu. J'ai fait également une vidéo de mon top 6 de mes jeux de party favoris. So Clover a fait le top parce que c'est un jeu que j'ai découvert cette année en plein délirium ludique, donc en plein événement ludique. Habituellement, c'est là qu'on va jouer des gros jeux. À 2h du matin, ça a été un succès incroyable. Donc, So Clover est un jeu de 3 à 7 joueurs qui se joue aussi longtemps qu'on va vouloir le jouer. La preuve, c'est probablement un des jeux que j'ai joué le plus longtemps en termes de durée cette année parce qu'on l'installe sur la table, on va jouer pendant des heures et des heures. À la base, c'est un jeu d'association d'idées. Donc, on a un petit trèfle en plastique et un marqueur effaçable. À ça, sur notre petit trèfle, on va placer des cartes et on va avoir des mots. Et là, le but, ça va être de relier les deux mots avec un seul. Donc, exemple, de trouver un mot qui va relier les deux. Tous les joueurs vont faire ça dans leur coin, les 4 côtés de leur petit trèfle. Et ensuite, lorsque tout le monde va être prêt, à commencer par un joueur, on va prendre le trèfle, on va enlever les mots, on va rajouter un petit mot histoire de mêler les choses, on va tout mélanger ça et les autres joueurs vont tenter de reconstituer le trèfle. C'est incroyable le plaisir qu'on a à voir les autres réfléchir à ce qu'on a pensé et de voir que les autres ont souvent tendance à mieux réfléchir que vous pour les mots. Donc c'est un jeu qui est le fun parce que on peut jouer facilement avec les joueurs peuvent se lever, continuer, on décide de changer, il faut s'occuper d'un enfant, il faut partir, pas de problème, on remplace le joueur. C'est un jeu qui ne demande pas un investissement à jouer au jeu et c'est vraiment un succès. À chaque fois que j'ai sorti So Clover, ça a été un succès incroyable. So Clover, le jeu de party de l'année. De mon côté, je vous propose un autre jeu de party qui va soulever quand même un peu d'ambiance, qui peut finir en queue de poisson, qui peut susciter des rires. Il s'agit de Fiesta de los Muertos, un jeu qui est sorti, je pense, en 2019 et j'ai passé à côté du train. Pourtant, ça avait été vraiment très populaire, je crois, principalement en Europe à sa sortie. Le principe est plutôt simple. En début de partie, on va récupérer, en passant, c'est un jeu pour 4 à 8 joueurs. Donc, on va récupérer une carte personnage. Et là, on va avoir un nom de personnage vivant, mort, fictif, comme par exemple Einstein. Et là, je vois ça sur mon carton, Albert Einstein, je vais aller l'écrire dans mon crâne, et en dessous, dans la mâchoire du crâne, une fois qu'il est refermé, je vais écrire un mot qui me fait penser à Albert Einstein. Donc, qu'est-ce que tu écrirais? Ou plutôt, moi, je pourrais écrire relativité. Et là, après ça, tous les joueurs vont faire ça avec leur personnage, vont fermer leur crâne, et vont passer leur crâne au joueur de gauche. Donc, toi, tu reçois un crâne, il s'est écrit relativité. Tu n'as aucune idée que ça fait référence à Albert Einstein. Et là, tu dois effacer relativité et inscrire un mot qui te fait penser à ça. Qu'est-ce que tu écris? Je vais écrire... C'est embêtant, hein? C'est embêtant. J'aurais écrit Einstein! Mais on n'a pas le droit d'écrire le nom de quelqu'un. Donc, tu pourrais écrire science, peut-être. Parfait, allons-y avec science. Science. Et là, après ça, on va faire circuler le crâne jusqu'à temps qu'on ait fait 4 échanges. Et à chaque fois, on va peut-être s'éloigner un petit peu du principe de base. Et une fois qu'on va avoir fait ça 4 fois, on va mettre les crânes au centre de la table. Les joueurs vont
placer aussi leurs cartes personnages que personne d'autre n'a vu au centre de la table. On va les mélanger. Et si on n'était pas 8 joueurs, on va ajouter à ces cartes-là des cartes aléatoires que personne n'a vues. Et après ça, on va les dévoiler. Et là, on va devoir, sans communiquer les uns avec les autres, on va voir les mots finaux. Et là, on va devoir essayer de les associer avec les personnages au centre de la table. Donc, mon relativité, peut-être qu'à la fin, c'est rendu tout simplement gravité, là, parce qu'on a passé de relativité, science, et là, peut-être qu'on est rendu à gravité. Gravité puis Einstein, il y a peut-être un lien un peu éloigné, mais est-ce que les autres joueurs vont voir ce lien-là? Dans une de mes parties, à la fin, ça avait été vraiment incroyable, parce que moi, j'avais eu Judas comme personnage. Et là, j'avais écrit traître. Et là, ça avait dérivé, puis à la fin, l'indice, c'était poignardé. Sauf que quand on a dévoilé les cartes, il y avait aussi Jack l'Éventreur. Oh! Alors, mon Judas est passé complètement dans le beurre. Alors, c'est toujours drôle, c'est super rapide. On peut faire des parties là, en 5 à 10 minutes. C'est un jeu de partie qui me fait penser un peu à l'ambiance que Just One peut susciter autour d'une table. Ça me donnait aussi un feeling de télestration avec les dessins qui vont changer, les choses qui vont changer. Le jeu du téléphone, exactement. Excellente sélection. On est maintenant rendu à la section familiale. Alors, pour ma part, je choisis le jeu Seven Wonders Architect. Premièrement, non, ce n'est pas une extension de Seven Wonders. L'idée est de nommer ça Seven Wonders Architect. J'aurais peut-être nommé ça un autre nom, mais quand même. Donc, premièrement, ce n'est pas Seven Wonders. Ce n'est pas un jeu de draft. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, dans Seven Wonders, on va tenter de construire notre merveille. Et pour ce faire, on va devoir prendre des cartes. Et là, la manière que ça fonctionne, et c'est vraiment ce que je trouve génial dans ce jeu-là, lorsqu'on ouvre la boîte, à l'intérieur, on a des petits contenants, des petits game trays qui vont servir. Donc, chaque joueur va recevoir un contenant complément et il y a tout ce qu'il y a besoin là-dedans. On va en passer un à chaque joueur, placer des choses au milieu et voilà, on est prêt à jouer. Donc, le matériel est vraiment hors pair. Mais ce qui est le fun de Architect, justement, c'est que le jeu est tellement accessible et c'est tellement simple et ça passe tellement bien qu'on pourrait le faire jouer à peu près n'importe qui. À la base, à notre tour, on va simplement piger une carte. Et là, chaque joueur a un paquet de cartes qu'on va placer entre les joueurs. Donc, ça fait en sorte qu'on a toujours le choix de prendre une carte à gauche, visible, une carte à droite, visible également, ou une carte secrète au milieu. Et là, les cartes vont nous servir, donc les ressources vont nous servir pour tenter de construire notre merveille. On va devoir construire notre merveille. Chaque joueur a une petite merveille, vraiment. Là. Certains, ça va être une pyramide, d'autres, ça va être le colosse de Rhodes. Et là, il y a certaines restrictions, des ressources identiques, des ressources différentes. Et ensuite de ça, il y a des cartes également de science, comme à Seven Wonders, qui vont nous servir pour aller chercher des jetons de progrès, qui vont nous donner des petits bonus. Encore une fois, tout est facile à gérer et c'est vraiment ce que je trouve super. Il y a également des conflits militaires. Et là, les conflits militaires, on va accumuler des boucliers. Et lorsqu'on va générer un conflit, on va comparer notre valeur militaire avec notre voisin de gauche, avec notre voisin de droite. Si on gagne, on reçoit des points de victoire. Mais le joueur qui perd n'a rien qui est détruit. On ne détruit pas les autres joueurs. Et c'est quelque chose qui est intéressant dans un jeu accessible, dans un jeu familial. On ne passera pas notre temps à détruire l'autre joueur, on va construire nos choses. Donc, jumelé à ça, une simplicité de jeu. Le jeu peut se jouer jusqu'à 7 joueurs, se joue en 15-20 minutes tout au plus. Le jeu est vraiment simple, c'est vraiment rapide à jouer et je trouve que la présentation est vraiment super. C'est le genre de jeu que je proposerais probablement à quelqu'un qui n'a jamais joué de jeu de société de sa vie. C'est vraiment, vraiment simple à prendre en main. Les règles sont claires et c'est vraiment un jeu qui tape à l'œil, on s'entend. Le visuel est très, très beau et c'est très facile à sortir. Donc, Seven Wonders Architect, c'est un jeu vraiment génial. C'est probablement pas un jeu que je vais sortir avec mes amis gamers comme plat principal, mais je trouve que c'est un jeu passe-partout qui va plaire à un grand nombre de personnes. Donc, si jamais vous voulez acheter un jeu à quelqu'un qui vous savez pas trop comment il joue les jeux de société, t'es pas trop nouveau un peu peut-être, Seven Wonders Architect, c'est mon choix. De mon côté, je vous propose un jeu pour 1 à 4 joueurs. De mémoire, ça se joue en solo aussi, je suis presque sûr. Oui, ça se joue en solo. Ça se joue en solo, tu me confirmes. Il s'agit du jeu À la recherche de la planète X. C'est un jeu de déduction qui intègre une application, il faut le dire. Parce que peut-être qu'il y en a qui, en entendant ça, vont dire « Ok, j'avance la vidéo à la prochaine mention. » C'est correct. Mais ici, ce qu'on veut faire, là, c'est qu'on est dans une thématique de découverte en lien avec les connaissances spatiales. Les astéroïdes, les nuages de gaz, les planètes, les lunes, etc. Et c'est un jeu de déduction. Et l'application, ce qui est génial avec ce jeu-là, c'est que l'application vient tout simplement générer un amalgame de règles différentes à chaque partie et remplace une espèce de maître de jeu. Ça me fait penser un petit peu à le jeu Alchemist,
On peut utiliser l'application justement qui vient faciliter les déductions ou avoir un maître de jeu qui ne joue pas, qui fait juste être assis au bout de la table et qui dit les réponses aux autres. Donc, à la recherche de la planète X, l'application vient justement enlever justement l'aspect de maître du jeu et l'application va nous permettre là, de comprendre, visualiser, dévoiler les résultats de nos recherches. Et là, ben, ce qui est vraiment plaisant, c'est qu'on va avoir des petits sets de règles sur chaque élément qu'on peut retrouver dans l'espace. Donc, les astéroïdes, par exemple, il va toujours, là je me souviens plus exactement, mais ils vont toujours être adjacents à au moins un autre astéroïde dans chaque cadran. Il faut dire que l'espace va être divisé en différentes parties. Donc, on sait que si on découvre un astéroïde, ben, c'est certain qu'il y en a un, au moins un à droite, ou à gauche, ou peut-être les deux. Les nuages de gaz vont avoir des règles différentes, et l'application au début de partie va générer un set de règles supplémentaires. Donc on va commencer la partie chacun avec des connaissances différentes de ce qui se passe et de ce qui se trouve dans l'espace. Oui, l'objectif, ça peut être de trouver la fameuse planète X, qu'on va devoir découvrir son emplacement avec l'aspect de déduction. Mais on serait capable de gagner la partie sans la découvrir. Donc ce n'est pas nécessairement le joueur qui la découvre qui gagne la partie. Il y a plusieurs autres façons de faire des points. Bref, c'est un jeu qui est quand même assez rapide, je dirais. Bon, on n'est pas dans du 20 minutes, là, plus long que ça quand même, mais la déduction est vraiment prenante aussi, ça demande de se creuser la tête, mais c'est un jeu qu'on peut jouer entre adultes, on peut intégrer un adolescent quand même, là, qui est assez allumé, qui est capable de faire des liens entre les différents éléments qu'on peut découvrir, puis la rejouabilité avec l'intégration de l'application, c'est la grosse force du jeu, donc moi, je vous le recommande là, en famille de 4 ou avec des cousins, frères, sœurs, juste des amis, c'est sûr que ça va plaire à tout le monde. Le prochain jeu, c'est mon jeu expert. Ce sera pas une grande surprise. Terraforming Mars, Ares Expedition. Encore une fois, et oui, encore une fois, un peu comme Seven Wonders Architect, il y a le nom Terraforming Mars, mais non, ce n'est pas une extension, c'est un jeu à part entière. Et le jeu mérite sa place. Parce que j'ai vraiment adoré ce jeu-là. En gros, qu'est-ce que c'est? Ça prend l'élément général de Terraforming Mars, le concept général de construction d'engine de Terraforming Mars, et ça le fait dans une durée un peu plus raisonnable. Mais c'est pas un jeu qui va juste être un petit frère qui ressemble trop, parce que le concept de base du jeu va être avec une sélection d'actions. Je m'explique. On a différentes actions. Chaque joueur va avoir 5 différentes actions. Et à chaque tour de jeu, les tours sont simultanés. Donc, chaque joueur va choisir en secret une des actions qu'ils vont vouloir faire. Quand tous les joueurs sont prêts, on révèle l'action et on va activer seulement les phases qui ont été choisies par les joueurs. Donc, par exemple, moi, je choisis la phase 2, JP choisit la phase 3 et Vince choisit la phase 3 également. Donc, dans ce tour-ci, on va seulement jouer la phase 2 et la phase 3. Le joueur qui a choisi la phase va avoir un petit bonus. Et là, ça vous rappelle peut-être un jeu, et oui, ça ressemble beaucoup à Race for the Galaxy, ces concepts-là de sélection d'actions, parce que non, c'est pas un mélange de Terraforming Mars et de Race for the Galaxy. Tiens, un jeu pas original. Non, le jeu réussit à trouver sa place, a réussi à trouver son créneau. Et c'était une plainte souvent que les gens disaient qu'ils avaient l'impression que ça allait donner ça. Mais pourquoi je jouerais à ça? Race for the Galaxy est un jeu qui se joue en 20 minutes. Terraforming Mars, c'est un jeu qui se joue en à peu près 3 heures. Donc, ce qui est intéressant avec Ares Expedition, c'est justement que les tours sont très engageants. Donc, la partie va durer 1h30, mais on va se sentir impliqué dans la partie tout le long. Il n'y a pas vraiment de temps mort, parce qu'étant donné que les joueurs jouent leur phase en même temps, c'est certain que l'interaction directe avec les autres joueurs va être un peu plus limitée, mais l'interaction va venir sur les actions que le joueur va choisir. Donc, par exemple, si jamais je vois que JP a plus du tout de ressources, ben moi, je choisirai pas l'action de produire parce que je sais que lui va probablement faire produire. Fait que je vais choisir une autre action puis je vais pouvoir également bénéficier de son action à lui. Sauf que ça va faire en sorte que si JP a le même cheminement dans la tête que moi, il va se dire « Hey, je produirai pas non plus », ça veut dire que les deux, on va se ramasser à ne pas produire. Ça fait en sorte que l'interaction est un peu indirecte avec les autres joueurs, mais ça va être vraiment le suivi, le fil de la partie qui va être tenue avec ça. Jumelé avec le concept de engine building, de gestion de ressources que Terraforming Mars faisait. Donc, avec des cartes, on va tenter de construire un tableau de cartes différentes qui vont venir interagir les unes avec les autres, essayer de générer des habilités, des choses comme ça. On a retiré un aspect important de Terraforming Mars qui est le placement sur le plateau central. Donc, à la place, on a simplement un petit plateau d'océan qu'on va retourner pour retirer un bénéfice. Donc, on n'a pas vraiment l'aspect spatial de vraiment orienter nos tuiles, de placer les choses, essayer de placer des tuiles de verdure autour des villes, des choses comme ça. On a vraiment enlevé cet aspect-là. Ça fait en sorte que si les gens me demandent lequel que je préfère, je vais dire Terraforming Mars est une expérience plus complète, Ares Expedition est un jeu plus facile à sortir,
Et les deux finissent par être dans ma collection. Les deux, je les aime beaucoup et je trouve que ce sont vraiment deux jeux exceptionnels. Ceci dit, vous avez joué à Terraforming Mars, vous avez trouvé ça trop gros, trop long, le matériel était pas beau, hein, parce que tout le monde dit ça. Ares Expedition est vraiment un bon compromis et ça reste un jeu très intéressant. Vous le savez, j'adore les engine builders, j'adore les jeux où on va construire nos choses, essayer de rouler un peu dans le beurre pour essayer de faire un paquet d'affaires, puis wouh! Mais ça touche vraiment plein de cordes de choses que j'aime. Terraforming Mars, Ares Expedition, un must-have pour l'année. De mon côté, ma mention pour les jeux experts, les jeux avancés, c'est un jeu qui est sorti il y a quand même un petit bout de temps, mais il y a pas si longtemps en fait, mais la version française est sortie, elle, tout récemment, et son nom en version française est Circadien Première Lueur. C'est un jeu de placement de dés, gestion de ressources, un jeu très tight, comme on dit en anglais, très serré dans justement là. Il y a plein de choses à faire. On veut faire un peu tout. Tout a l'air intéressant, mais on est rapidement limité par nos ressources, par les actions qu'on peut faire, par la valeur de nos dés. Ce qui est intéressant aussi, c'est que justement les dés qu'on va jouer, on va être contraint de les placer dans l'ordre qu'on les a mis dans la phase de planification. Donc parfois, Sylvain peut faire une action et là, ça va venir me contraindre. Et là, à cause de ça, le dé que j'avais mis en première position, que je voulais jouer en premier, je peux pas l'utiliser pour ça, qu'est-ce que je vais faire? Donc là, ça vient débalancer mes affaires, contrecarrer mes plans et là, je maudis le ciel avec le poing dans les airs comme ça en passant autour de Sylvain. Et ça, c'est ça à pratiquement tous les tours. Plus on est de joueurs, plus on peut le ressentir aussi. Et il y a plusieurs aspects. Ce que j'aime, c'est que justement, on peut placer nos dés dans plusieurs endroits, plusieurs pièces. On est dans une thématique science-fiction. Et chaque pièce va nous donner là, justement des avantages différents. Donc on peut aller à l'armurerie, je pense, là, ou à la forge, je ne sais plus trop, pour amener des petits vaisseaux spatials sur notre plateau personnel qui vont nous permettre parfois de modifier la valeur de notre dé, parfois d'effectuer une action, mais sans payer de l'eau ou un coût moindre. Plus on va mettre de dés dans notre planification, plus ça va nous coûter des algues aussi. Donc on est souvent restreint lorsqu'on fait plusieurs actions. Il y a des fermes qui peuvent nous amener des revenus passifs. On peut aller terraformer la planète aussi en déplaçant notre petit excavateur pour générer plus de revenus. Il y a des points qui sont cachés. Il y a tout l'aspect de l'espèce de conseil, si on veut, des 3 races extraterrestres qu'on veut aller se familiariser avec eux et donc se dépêcher de dépenser des ressources le plus possible pour marquer plus de points. Mais plus on va y aller souvent, plus on va être porté à générer des malus aussi. Il y a des récompenses qu'on peut obtenir comme ça. En début de partie, on se fait donner des personnages qui ont des super pouvoirs, un petit peu dans le style de les voyages de Marco Polo. Chaque personnage a un pouvoir que quand on lit ça, on se dit « Voyons donc, c'est ça qu'ils se sont trompés, c'est bien trop fort ». Mais ça, c'est le fun à chaque partie d'avoir un super pouvoir en début de partie comme ça. Honnêtement, moi, ça a été... En plus, ça vient dans une toute petite boîte matérielle, compact, là, aucun espace perdu. Vous en avez vraiment pour votre argent de ce côté-là. Ça a été une belle surprise pour moi. Avec juste le pitch de mécanisme de jeu, je savais que j'allais aimer, mais c'est ma suggestion aujourd'hui pour les joueurs qui sont plus avancés. Donc, et voilà, ça fait le tour de nos suggestions de Noël. Donc, un paquet de jeux qu'on a trouvé intéressant. Et maintenant, on veut savoir quelles sont vos suggestions à vous. Qu'est-ce que vous avez prévu peut-être acheter à vos proches ou peut-être là aussi là entre gamers, des fois on se fait des cadeaux à moi de moi aussi là. Tu dois être comme ça, Sylvain? Oui, en fait, il n'y a personne d'autre que moi qui est autorisé à m'acheter des jeux chez moi. C'est ça. Alors laissez-nous savoir ça, quels sont vos cadeaux que vous allez vous faire pour Noël ou que vous allez offrir aux autres autour de vous. Et si jamais vous voulez nous faire un petit cadeau, vous pouvez nous faire un petit pouce en l'air, hein, ça fait toujours plaisir. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, eh bien, qu'attendez-vous? Abonnez-vous! Et on vous dit merci pour votre écoute et on vous dit à la prochaine! Puis joyeux Noël! Yeah! Joyeux Noël! Woo! It's the most wonderful time of the year, of the year, of the year.